Allez les amis, on va commencer. On va lire le thread de Juliette Compion, notre grande Juliette Compion, qu'on remercie d'être encore là à la dernière semaine du procès de Cédric Jubilard. Elle est incroyable, elle a tenu 4 semaines, enfin 3 semaines complètes. Elle part sur sa 4e semaine. Que dire ? Quelle femme, quelle femme. En plus de ça, elle écrit des articles pour France Info. Moi, je sais pas comment elle fait. Je ne sais pas. Queen, mais totalement. C'est la Queen. Mais c'est pas la Queen. C'est Juliette Compion. Juliette Campeon. La Campeon. Merci à elle. Juliette a tenu avec le psy de vendredi, respect. Respect infini. Grave. En plus, là, il y a un autre psy, mais normalement, là, c'est un psychiatre. Vendredi, c'est un psychologue qui nous a retourné le cerveau. Juliette championne. Exactement. Allez, on va commencer. Bonjour à tous. Lundi 13 octobre, on entame la dernière semaine au procès de Cédric Jubilard. Son interrogatoire récapitulatif reprend aujourd'hui après une première partie de questions vendredi après-midi. Sous les feux des questions, vendredi, l'accusé poursuivi pour le meurtre de son épouse Delphine Ossagel s'est montré inflexible, on s'en rappelle. « Je n'ai pas tué Delphine », a-t-il répété depuis son box. Avant la deuxième partie de son interrogatoire qui abordera enfin la nuit de la disparition de l'infirmière de 33 ans. Donc là, on va voir vraiment... Les questions, c'est sur la nuit de la disparition de Delphine. La cour d'assises du Tarn entendra ce matin la déposition de l'expert psychiatre qui a rencontré Cédric Jubilard en détention. Et voici le programme pour le reste de la semaine. Ah, pour une fois qu'on a un programme, on n'a jamais le programme d'habitude. Le psy, vendredi, j'ai rien compris à son intervention. Franchement, tous. Même sur YouTube et tout, j'ai regardé un petit peu les commentaires sous la vidéo, il y a personne, on n'a rien pipé. Voilà, on n'a rien pipé. Tout ce qu'on sait, c'est que, je sais pas... Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. C'était un peu ça. Pipa, t'as vu que Louis a envoyé une lettre au tribunal ? Je n'ai rien vu, les amis. J'ai rien vu aujourd'hui, vraiment. Joyeux anniversaire d'affiliation. Oui, je suis trop contente. Bientôt le partenariat Twitch. Elle est super, Juliette, mais oui, grave. Allez, on continue. Du coup, elle nous donne le programme. Mardi et mercredi matin, du coup, donc demain après-demain, plaidoirie des avocats des parties civiles. Ok. Mercredi après-midi, réquisition. Jeudi matin, plaidoirie de la défense. Et vendredi, dernier mot de Cédric Jubilard et verdict. Franchement, les derniers mots de Jubilard, je crois qu'il va même pas dire de derniers mots. En vrai. Parce que franchement, il a eu l'occasion, ça fait presque un mois, on est sur le dossier. Le mec, il a ni eu un mot, ni 2 mots, ni 3 mots. Il répond à peine aux questions. Franchement, c'est insupportable. Du coup, la décision des 6 jurés et des 3 magistrats professionnels, dont la présidente, est attendue vendredi après-midi ou dans la soirée. Ok. L'audience est ouverte. Vous pensez que ceux qui vont prendre la décision, donc les jurés, les magistrats, vous pensez qu'ils savent déjà ? Parce qu'en soi, quoique peut-être qu'ils ont déjà forgé leur intime conviction, mais c'est vrai que les réquisitions, les plaidoiries des avocats, que ce soit partie civile ou défense, des fois ça peut balancer. Hein. Parce que des fois, dans leur discours et dans leurs réflexions, mais tu vois peut-être l'affaire différemment. Oui, ils le savent déjà. Vous pensez ? Franchement, ouais, il y a un monde où ils savent. Oui, et même depuis quelques années. Ah ouais, toi, t'es parti loin, toi. Ils savaient même pas qu'il allait être juré sur ce procès. On continue, du coup. L'audience est ouverte. Pierre Eke, médecin psychiatre à Toulouse, s'avance à la barre et détaille l'exposé de son expertise. Il a rencontré Cédric Jubilard 2 fois. Le 1er juillet 2021, très peu de temps après son incarcération, et le 6 octobre 2021. Dès mon premier examen, il était à l'isolement et j'ai été un peu surpris du premier contact. Il me dit « Je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder ». Tout doucement, je suis arrivé à établir un dialogue, débute l'expert. Il a un bon contact avec la réalité, pas de troubles de langage et de la pensée. Il dit qu'il est victime de fausses allégations et qu'il va sortir rapidement. Il exprime une colère vis-à-vis de son incarcération, ajoute Pierre Eke. Je vais l'appeler le psychiatre, ça va aller plus vite. Le fait d'être à l'isolement est extrêmement difficile. Il dit « Ils me font chier, on est traités comme des merdes », rapporte-t-il. Lors du 2e rendez-vous, 4 mois après, il est toujours à l'isolement et ne supporte plus ce régime spécial avec des fouilles appuyées, ajoute l'expert psychiatre. L'expert constate que Cédric Jubilard n'a jamais appelé son épouse par son prénom pendant tout ce 2e entretien. C'était elle, madame ou ma femme, détaille-t-il. Putain, à aucun moment il appelle Delphine. Ça veut dire qu'il met une distance quand t'appelles pas les noms par leur prénom. L'autre, elle, madame, même ma femme, hein, tu mets quand même une certaine distance, tu l'appelles pas par son prénom. Madame. Alors oui. Moi je l'entends souvent...
pas forcément... Bon, chez les Arabes. Les Arabes. Les Arabes, ils aiment bien appeler leur femme... Enfin, pas appeler leur femme, mais quand ils parlent de leur femme à quelqu'un d'autre, à une tierce personne, on dit « Ouais, non, madame aussi, elle aime bien les sushis. » J'adore les sushis. Du coup, ouais, c'est... Après, Cédric... Après, peut-être chez les Français. Enfin, chez les Français, vous avez compris ce que je veux dire. Mais chez les Arabes, ça se dit madame. Les Noirs aussi, mon mari fait ça. Ouais, j'ai l'impression... Enfin, je l'entends surtout, même, je dirais, dans les quartiers. On va dire ça comme ça. J'appelle mon mari monsieur, donc bon. Ah oui, aussi. C'est vrai que moi, non, non, pas monsieur. Mais ouais. Après, oui, ça doit exister partout. Mais c'est vrai que moi, je l'entends plus chez les Arabes. Dans cette circonstance, c'est hyper bizarre. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il met il met une distance, moi, j'ai l'impression. On continue. On continue, j'ai dit. On continue. Et la bosse que j'ai à la tête, ça y est, là. Faire un AVC en direct. Il n'y a rien de naturel dans ses réponses. Ouais, c'est clair, franchement. Enfin, de toute façon, il y a tellement... Il met tellement de... C'est même pas de distance. On dirait, tu sais, il est au-dessus de tout ça, quoi. On continue, du coup. L'expert constate que Cédric Jubilard donc n'a pas appelé sa femme par son prénom. On a essayé quelque chose qui a bien fonctionné, dit-il, concernant les débuts de sa relation avec Delphine, même s'il reconnaît qu'il n'était pas fidèle au départ. 2-3 ans après, je me suis dit, c'est la femme de ma vie, je ne l'ai plus jamais trompée. Okay. Il reconnaît de nombreuses disputes avec elle. Je crie, je gueule, je suis pas patient, avait admis Cédric Jubilard. Avec les enfants, il reconnaît ne pas être patient, mais ne va pas plus loin, ajoute l'expert psychiatre. Quand leur fille Elia avait 6 mois, on s'engueulait tout le temps, dit-il. Pour un oui, pour un non. Il affirme, elle n'est pas présente pour Elia, c'est une mère rejetante. J'ai essayé de la reconquérir, je suis tombée sur un mur et j'ai pris un avocat, avait-il ajouté. Bah, elle n'est pas présente pour Elia et toi, t'es présente pour Elia. En ne l'appelant pas par son prénom, ce n'est plus une personne. Putain, ça me rappelle, Hamsé, quand si tu te fais kidnapper, ils disent que il faut que tu donnes, par exemple, ton nom, ton prénom, ton âge, le nom de tes parents et tout, parce que ça t'humanise. Donc ouais, peut-être ne pas l'appeler par son prénom, ça la déshumanise. Quel enfoiré continue de la rabaisser même devant la cour. Mais là, il a eu ces mots pendant le 2e entretien avec l'expert psychiatre. Donc là, il était à l'isolement. Mais c'est vrai que, enfin, moi, en fait, ce que je comprends pas, même dans son comportement et dans son discours, c'est si tu es innocent, et même si tu as la haine parce que elle voulait partir avec un autre homme, etc. Mais pourquoi tu n'es pas plus inquiet que ça de savoir qui l'a fait disparaître? C'est ça que je comprends pas. Il est que dans le reproche et que dans le... Bah, de toute façon... En fait, c'est... Même si, imaginons qu'il est innocent, c'est limite genre... bon, bah, c'est pas une grosse perte, quoi. C'est trop bizarre d'avoir ce genre de comportement. En ne disant pas son prénom, elle n'existe pas. Ouais. On continue. Du coup, il reconnaît avoir attrapé son épouse par les épaules en septembre 2020. Il pense que sa femme a pu partir en laissant les enfants et qu'elle se serait barrée et serait partie en Espagne. Ah! Nouvelle théorie. Il affirme que les gendarmes ont maquillé les preuves le concernant. Il évoque son pyjama taché et la couette qu'il a mise à laver parce que les chiens ont pissé dessus. Il porte le nom de sa mère, Nadine Jubilard, pas celui de son père, qu'il appelle le géniteur. Ah ben tiens, encore une fois, cette distance. Il l'appelle pas par son prénom, mais par son statut, son rôle, qui il est le géniteur. Pointe l'expert psychiatre. Il dit l'avoir rencontré à l'adolescence et précise, il n'est que la merde qui a mis la graine. Le djihad en Espagne, c'est nouveau ça. Grave. C'est trop. J'adore ton haut. Oui, tout le monde remercie ma sœur de m'avoir donné ce magnifique haut que je ne te rendrai jamais. Tu me l'as donné. Allez, on continue. Concernant Olivier Fabre, son beau-père, le compagnon de sa mère, il dit « C'est un monsieur dans la vie de ma mère que je considère comme mon père. Il a 50 ans, il est chauffeur-livreur, il est arrivé, j'avais 4 ans, il m'a considéré comme son fils. Il grattait pour que j'aie à manger, ajoute-t-il. » Cédric Jubilard précise qu'il a été très violent à son égard, quand il avait 10, 11 ans. Il reconnaît aussi qu'il le provoquait, rapporte l'expert. Ouais, mais un enfant peut te provoquer autant qu'il veut, t'as pas... Et c'est plus le djihad. Mais en fait, là, c'est ce qu'il a dit pendant l'expertise avec le psychiatre quand il était en prison.
Comme l'a montré Louis avec les poupées, le fait de prendre par les épaules. Oui, tout à fait, mademoiselle. En même temps, pour le coup, c'est vrai, c'est juste un géniteur. Tout à fait. Mais c'est juste pour faire la corrélation, entre guillemets, entre le fait qu'il ne prononce pas le nom de son... qu'il ne nomme pas son père, et par la même occasion, il ne nomme pas sa femme, peut-être parce que pour lui, elle n'existe plus, quoi. On continue. À 16 ans, je suis devenu un petit délinquant, ajoute Cédric Jubilard, qui est alors parti en foyer, puis de nouveau en famille d'accueil. J'ai toujours fait des bêtises au collège. J'insultais, je répondais, reconnaît-il. Il redouble la classe de 4e. Cédric Jubilard perd son grand-père maternel, donc le père de Nadine Jubilard, comme d'un repère... Ah, pardon, je croyais père. Il parle de son grand-père maternel, donc le père de Nadine, comme d'un repère important, quasiment une boussole. Il livre avec émotion des moments de bonheur partagés. Un papy gâteau, rapporte l'expert. J'étais le prince, dit l'accusé qui parle de la pêche avec son grand-père. L'accusé s'effondre en pleurs à l'évocation de son grand-père. C'est le seul moment où je verrai M. Jubilard lâcher prise comme ça. L'évocation du départ de son grand-père est douloureuse pour lui, constate l'expert psychiatre. Donc, de toute l'expertise psychiatrique, alors qu'il est en prison pour avoir tué sa femme qui a disparu depuis au moins 6 mois, parce qu'il s'est fait incarcérer en juin 2021, elle a disparu en décembre 2020. Le seul moment où il pleure, où il s'effondre, c'est quand il parle de son grand-père. C'est fou, hein. Cédric Jubilard en veut encore à sa mère d'avoir assisté au coup de son beau-père sans rien dire. Très bien. Elle s'est séparée brièvement de lui et 6 mois plus tard, elle vivait de nouveau avec lui, relate l'expert. Mais il excuse beaucoup celui qui le maltraitait, relève l'expert psychiatre, Pierre Equet. Il dit « Je l'ai beaucoup cherché ». Non, Cédric, tu n'as pas beaucoup cherché. Personne ne mérite ça. Personne. Cédric Jubilard a des mots très forts sur son passé. Il dit « Je suis un raté de l'éducation. Les coups ont remplacé les mots dans mon enfance ». Et regardez, et c'est pas étonnant qu'ils reproduisent la même chose. C'est pas étonnant. L'accusé revient ensuite sur son père biologique. Ma mère était une gamine de 17 ans. Lui, un trou du cul de 20 ans, il n'a pas assumé. C'était le premier amour de ma mère. À 18 mois, il a voulu me reconnaître, mais ma mère a refusé, détaille-t-il. Il a expliqué que sa mère l'adore. C'est un amour maternel très fort, très peu sanctionné. Il n'a pas souvent réfléchi à sa propre histoire, analyse l'expert. J'ai pas compris cette phrase. Pierre Equet détaille ses conclusions. Il a une intelligence normale quand les événements sont sollicitants émotionnellement. Il se replie de manière défensive. Il s'exprime de manière très crue, détaille-t-il. La problématique d'identification au père est compliquée. L'image masculine n'a pas été rassurante, n'a pas été stable. Son émotion m'a paru extrêmement sincère sur son grand-père, ajoute-t-il. En plus, vraiment pour le coup, que ce soit lors de la disparition de Delphine, que ce soit lors des battues, que ce soit lors de son arrestation, en prison, enfin, personne n'a vraiment perçu cette émotion extrêmement sincère, comme il le dit. Même l'audio qu'on a, qui a été pris par le cousin et le frère de Delphine, on l'entend pleurer, mais t'entends pas l'émotion. Et même eux, ils étaient là, mais il n'y avait pas de larmes. Donc le seul moment où vraiment il a de l'émotion, c'est quand il évoque son grand-père. Comme quoi, en fait, parce que lui, il a été, pour moi, c'est mon analyse à moi, il n'a pas forcément été aimé et on lui a pas donné assez... Enfin, on lui a même donné beaucoup de violence dans son enfance. Ses repères, sa mère, son père, son beau-père, c'était pas des personnes qui l'ont bien traité. Et la seule personne qui l'a un tant soit peu traité, qui a un peu été le papy gâteau, c'est son grand-père. Et c'est la seule personne pour qui il ressent une vive émotion, quoi. Et une émotion qui carrément le fait pleurer. Son grand-père est le seul qui l'a vraiment aimé. Bah ouais. C'est triste, hein, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est tellement important. Enfin, les enfants ont besoin d'être aimés et ils ont besoin qu'on leur montre. Hein. Et Delphine. Donc peut-être que le fait que, il avait perdu son grand-père, là, de perdre la seule personne qui a pu l'aimer en tant que Cédric Jubilard, il a pété un câble. Et pour moi, c'est probablement ce qui s'est passé. C'est que, en gros, il pouvait peut-être pas supporter de perdre la seule personne qui restait qui l'aimait réellement, entre guillemets, même si en soi, elle ne l'aimait plus du tout. Il n'a pas été aimé, sauf Delphine, le grand amour, alors imagine la rupture quand tu connais son passé. En fait, il n'a pas été aimé, si, il a été aimé par son grand-père et c'est tout. Et là, il n'était plus là. Donc la seule personne, effectivement, qu'il aimait, c'était Delphine. Donc si on doit faire un scénario et si on pense, notre intime conviction, c'est qu'il est coupable, pour moi, c'est
c'est le mobile, quoi. C'est ça, le mobile. Et c'est même pas le fait que peut-être que lui, il s'est senti trahi parce qu'elle parlait avec un autre homme, etc. Parce que ça, il aurait pu passer outre. Mais c'est de perdre la seule personne qu'il aime à ce jour, quoi. Papy, ça a été la figure d'attachement. Ouais. Trop belle, laisse-moi te draguer. Non, je vous laisserai jamais faire. On continue. Il est égocentrique, jamais déstabilisé. Il a beaucoup d'aplomb, ouais, ça on l'a vu. Hein. Une humeur qu'il décrit comme inarrêtable malgré les circonstances. Un ton enjoué dans les 2 entretiens. Et j'ajouterai une petite coloration de gaieté, décrit l'expert psychiatre. Il est tonique, présent, a de la répartie, une haute opinion de lui-même. Il est coléreux, manipulateur, capable de dissimulation. Il a peu de sanctions, donc un ego assez surdimensionné et une psychorigidité, ajoute Pierre Eke, l'expert psychiatre. Concernant sa consommation très intense de cannabis, l'accusé a parlé de 10 à 25 joints par jour à l'expert, qui parle d'une fuite en avant addictive. On n'insiste jamais sur le cannabis au long cours chez les ados, mais ça influence directement sur l'aspect maturatif de leur personnalité, pointe l'expert. Je n'ai perçu chez lui de culpabilité névrotique, ce sentiment d'interrogation coupable. Il sait s'adapter à l'interlocuteur, se montre coléreux et rapidement séducteur, pointe-t-il. Il est exempt de pathologie mentale. Ok, ça c'était intéressant de le savoir. Souligne l'expert, à l'âge adulte, il fonde une famille mais reste immature, psychorigide, égocentrique, méfiant et dans la dépendance au cannabis. On imagine mal ce que les événements infantiles peuvent laisser dans la personnalité. Il a été placé à l'âge de 2-3 ans. Le passé conduit toujours au présent. D'autant plus que quand, pendant l'enfance et l'adolescence, il y a des conflits non élaborés, non résolus, analyse-t-il. L'expert observe que Cédric Jubilard nourrit un sentiment d'échec avec un divorce conflictuel. Peut-être qu'il y a un moment d'effondrement personnel. C'est une hypothèse. Bah, tu vois, moi et l'expert psychiatre, on a la même hypothèse. Ça l'a fait s'effondrer, je pense. En fait, tout s'est effondré autour de lui. Parce qu'il a perdu la seule personne qu'il aimait. Bien sûr qu'il devait énormément tenir à elle quand il a eu un passé difficile de famille d'accueil et donc il s'est senti délaissé et trahi quand il a su officiellement que Delphine le quittait. Tout à fait. Je pense aussi. Et je pense, en fait, parce que ça faisait longtemps qu'il savait qu'elle allait divorcer. C'était à l'été 2020 et elle a disparu en décembre 2020. Donc il a dû nourrir ce truc où il se sentait abandonné. Mais je pense vraiment que ce soir-là, il s'est passé un truc où il s'est dit « Ok, je peux pas la récupérer. » Parce qu'on sait que encore 1 à 2 semaines avant qu'elle disparaisse, il essayait de la reconquérir. Donc il s'est dit « Il y a peut-être moyen. » Et je pense que ce soir-là, il s'est vraiment rendu compte qu'il n'y avait plus du tout moyen. Il a été mis face à un mur au lieu d'être mis face à peut-être l'espoir que ça reprenne. Pour moi, c'est ça qui s'est passé. Du coup, la présidente lui demande si l'accusé présente des troubles de la mémoire, car quand il est questionné, il dit souvent ne pas se souvenir de tel ou tel moment. Non, je ne me suis même pas posé la question, répond l'expert, un peu surpris. Sur le sujet, les sujets émotionnellement mobilisateurs, il peut réagir de manière défensive, dire qu'il ne s'en souvient pas, et de manière défensive, il peut ensuite dire exactement l'inverse. C'est compliqué pour lui de se souvenir, c'est très mobilisateur, note l'expert. Répondant à une interrogation d'un des avocats généraux sur le lien avec sa mère, il dit « On n'est jamais sevré d'une mère comme celle-ci. On reste dépendant avec une angoisse d'abandon mal maîtrisée, qui entraîne des troubles du comportement, de conduite délinquante. Même si le lien est fort, quand ce lien se tend, on peut avoir l'impression que ce lien disparaît », ajoute-t-il. L'avocat général lui demande si, dans l'hypothèse d'une culpabilité, un effondrement personnel ne pourrait pas expliquer son passage à l'acte. Je suis très prudent, pour moi il est présumé innocent. On m'a demandé de poser des hypothèses. J'apporte une réponse sur sa petite enfance. Je parle d'une angoisse d'abandon précoce et qui laisse un enfant et un adulte en insécurité, répond l'expert psychiatre. Le médecin dit non pour la mémoire en même temps. Il s'est pas posé la question. Mais je pense en fait que il s'est pas posé la question parce qu'il n'a pas été mis face à un trouble de la mémoire, quoi. Pour moi, c'est ça. Le soir où tout s'est passé, je me suis dit qu'il a vu sur son tel une conversation qui ne laissait pas de place au doute et il a pété un câble. Ouais, c'est possible. Parce qu'en fait, pour moi, le fait qu'on ne retrouve pas le téléphone, ça veut dire que le téléphone est mis en cause, entre guillemets. Il y a un truc avec le téléphone. Parce que tu veux faire disparaître quelqu'un, tu te fais pas chier à faire disparaître son téléphone, surtout que c'est le premier truc qu'on va te demander. Sachant qu'on lui a même demandé le sien. Pour moi, c'est une des hypothèses. C'est qu'il y a eu quelque chose avec le téléphone. Ou même elle était au téléphone avec lui, mais non, elle n'était pas au téléphone avec lui.
Ça doit être un truc où il a regardé dans son téléphone, pas l'historique, mais enfin, ouais, il a dû regarder quelque chose. Parce que si elle avait appelé ou quoi, ils auraient. La dernière fois qu'ils se sont écrits, c'était à 23h et elle a disparu bien après, quelques heures après, quoi. Et oui, il y a que des détectives ici. Bah, on essaie de donner nos hypothèses et de comprendre. De toute façon, on ne peut faire que ça dans cette affaire. On continue, du coup. J'apporte donc une réponse sur cette petite enfance. Je parle d'une angoisse d'abandon précoce qui laisse un enfant et un adulte en insécurité, répond l'expert. Vous avez pu dire qu'il ne présente pas de dangerosité psychiatrique, note l'avocat général. Quid d'une dangerosité criminologique? Je ne vais pas répondre à cette question, je ne peux pas me positionner. Je ne peux en parler que quand un accusé reconnaît les faits, dit-il. Ok. L'autre avocat général poursuit sur le fait qu'il est très défensif sur le plan émotionnel et interroge. Je vais mettre les pieds dans le plat. On est d'accord pour dire que reconnaître le meurtre de sa femme qu'on aime encore, c'est compliqué émotionnellement? Oui, répond l'expert. On est d'accord pour dire qu'il est sur le qui-vive, qu'il montre beaucoup d'aplomb, qu'il a peu de réponses à tout, maîtrise son discours. Vous confirmez? Répond l'avocat général. Oui, répond l'expert. L'avocat des parties civiles, Pauline Rongier, note dans une question qu'elle formule que Cédric n'a eu aucun propos élogieux sur celle qui a partagé sa vie. On l'a remarqué, c'était même bien le contraire. Sa consoeur Géraldine Valla, qui représente Nadine Fabre, la mère de l'accusé, lui demande s'il a perçu du déni chez l'accusé. Je n'en sais rien. C'est sa façon d'avoir vécu les événements et comment il les a interprétés finalement. Fidèlement, je les retranscris, répond l'expert. Laurent Decaune, toujours côté partie civile, note que l'expert a perçu chez Cédric Jubilard un ton enjoué. L'expert confirme et précise s'être demandé si ce n'est pas le signe d'un trouble de l'humeur ou d'un trouble bipolaire, mais ce n'est pas le cas. Ça paraît inscrit dans sa personnalité, mais comme une façon d'être, des personnalités surjouent ce côté gai, par peur de l'effondrement. Ok, donc il fait le mec très joyeux, parce que sinon il va péter un câble, quoi. Cette façon d'être est constitutionnelle des cicatrices de la petite enfance, analyse l'expert. C'est une manière de mettre à distance les choses douloureuses. La dépression me fait très peur, la tristesse me fait très peur, précise-t-il. Est-ce que le remords peut faire très peur aussi, lui demande l'avocat. J'irai pas jusque-là, rétorque le psychiatre. Alexandre Martin, avocat de Cédric Jubilard, lui demande s'il a perçu chez lui des traces de choc carcéral. L'expert acquiesce. C'est une chose d'aller à Seyss, c'est autre chose d'aller à Seyss, à l'isolement, pointe-t-il. Ouais, c'est vrai que l'isolement, ouais, bref. Ce sont des conditions de détention particulières. Effectivement, c'est violent, ajoute Pierre Eke. L'audience est suspendue quelques instants avant la reprise de l'interrogatoire de Cédric Jubilard. Bon, je trouve que l'expert psychiatre, bon, il nous en a pas trop non plus appris des masses, mais c'était déjà un peu plus clair que l'expert psychologue. Et je rejoins son hypothèse de l'effondrement, si culpabilité il y a, mais qui s'est effondré du fait de perdre Delphine, et c'est ce qui aurait causé sûrement un geste violent, un geste... voilà. Mais en fait, dans l'hypothèse où il est innocent, moi, je comprends pas comment il s'effondre pas plus que ça. Imaginons qu'il est innocent, mais vraiment innocent. Là, je vous parle vraiment du métaverse où c'est pas lui. Pourquoi il s'effondre pas plus que ça alors qu'il a tout perdu? Il est en prison à l'isolement. Alors oui, il exprime son ras-le-bol, il dit qu'il en a marre, il dit qu'il en peut plus, mais je sais pas, il s'effondre pas plus que ça, quoi. Il est pas, je sais pas. J'ai découvert la psychologie de comptoir grâce à toi, le sang excellent. Merci à toi. Ici, c'est le bar PMU du coin, vous le savez déjà. Hein. Il ne fissure pas l'armure, tout est sous contrôle. Et donc, ça veut dire qu'il a un mental d'acier. Et même dans le cas où il est coupable, il a un mental d'acier aussi. Hein. Parce qu'il laisse rien, même l'expert psychiatre le dit. Il a un aplomb fou. MDR, Pipa, c'est une chanson. Ah merde, pardon, je connais pas. Pipa, mais un innocent et un coupable est en cellule une nuit, le coupable dormira et Cédric joue maintenant. J'ai pas compris. Pourquoi le présumé encore innocent? Je pense qu'on a tous compris, on n'est pas au tribunal, pas la peine du présumé. Moi, j'ai pas dit présumé innocent. Moi, c'est l'expert psychiatre qui a dit que pour lui, il est présumé. Enfin, que ce qu'il dit, c'est avec la présomption d'innocence, quoi. C'est sous couvert de présomption d'innocence. Mais moi, quand je vous dis s'il est innocent, je vous parle de dans la probabilité où il est innocent. En fait, le fait qu'il tienne comme ça, qu'il ne laisse rien transparaître. Et que même, il n'arrive même pas à jouer le mari éploré. Moi, c'est ça qui me tue. Ben, j'arrive pas à comprendre comment il fait. Enfin, mentalement, je trouve ça fou. Il ne craque pas. Il ne craque pas.
Après, si tu parles pas de présomption d'innocence, tu risques toi aussi. Non, mais moi, les amis, je vous l'ai déjà dit, même tous ici, autant que nous sommes, je sais pas combien on est une petite centaine là. 500 sur YouTube, 140 sur Twitch. On peut dire ce qu'on veut sur notre conviction, mais on va pas le condamner, on peut pas. C'est pas notre rôle. Donc on émet des hypothèses, on a notre propre conviction, et on a le droit de l'avoir, mais c'est pas nous qui allons le condamner. Il tient pour ses enfants, il ne déteste pas ses enfants, il les aime mal, et il a refusé qu'ils viennent le voir au parloir. Il a proposé la visio pour les préserver. Je sais pas si les enfants sont un ancrage pour lui, les amis, je sais pas. Franchement. J'ai pas l'impression qu'ils aient, les enfants, tant d'importance que ça dans son mental. Je sais pas. Je pense que s'il craque pas, il craquera jamais, sauf peut-être à cause d'un manque d'attention, vu qu'il a l'air de bien aimer ça. Ben, il y a ce côté-là aussi qui est... Je ne voudrais pas être une jurée. Ah non, mais moi, je vous l'ai déjà dit, hein. Je ne voudrais pas être jurée sur cette affaire, vraiment pas. Je suis très bien là, en live, en train de vous donner mes hypothèses. Mais très honnêtement, là, vendredi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire, enfin le verdict. Mais très honnêtement, je pourrais pas. Pipa, vas-tu suivre et commenter le procès de la petite Lola? Je dois m'accrocher à quelle erreur. Oui, d'ailleurs, je prépare une vidéo que je vais poster dans la semaine, je pense. La présomption d'innocence est valable au procès, pas pour les citoyens. Avant de citer des lois, ce serait bien de les comprendre. Mais même en soi, enfin, moi, j'ai le droit de dire, par exemple, en tant que citoyen, par exemple, je sais pas, dans une affaire de viol, tant que la personne n'a pas été reconnue comme telle, tu peux pas dire c'est un violeur. Parce que la personne peut porter plainte pour diffamation, etc. Mais dans tous les cas, on a le droit de donner notre avis et nos hypothèses. Ça, on a tous le droit. On est en France, on a la liberté d'expression. C'est les innocentés, c'est ouf. Mais moi, je trouve que c'est pas si ouf que ça, s'il est acquitté. Vraiment. Pour moi, c'est pas si ouf que ça. Même si je le pense coupable. Parce que les jurés, ils vont devoir s'appuyer sur tous les témoignages, certes, mais ils n'ont pas de preuves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté de condamner quelqu'un sans preuve. Et même ils sont là pour être justes. Donc là, ils vont devoir s'appuyer sur les témoignages. Est-ce que ça va forger leur intime conviction? Est-ce que ça va assez la forger pour qu'ils estiment qu'il est coupable? Il n'y a aucune certitude dans cette affaire. Mais c'est ça qui la rend aussi mystérieuse. Tu as le droit de dire que la personne est un violeur et que les journalistes et les avocats qui n'ont pas le droit de dire ça. Après, peut-être... Enfin, moi, c'est juste qu'on m'a... Bah, après, parce que moi, je suis sur les réseaux aussi et comme je suis suivie et tout, il faut que je fasse attention à ce que je dis. T'as peut-être raison. Mais bon, moi, je fais attention. Je fais attention à ce que je dis, je fais attention, mais voilà. Je vous donne mon avis quand même. Mais de toute façon, je sais pertinemment que voilà. Que le procès, il se fait pas ici. Le procès, il se fait à la cour d'assises d'Albi. Et nous, on n'est pas invités. On est en l'heure, quand on regarde un peu comme ça. Un petit trou de souris. Perso, je le condamne pour tous les problèmes liés aux stupéfiants. Dans le doute, il sera en tôle. Moi, c'est pas par rapport aux stupéfiants. Plus par rapport à ces enfants que, voilà... Ça m'a énormément touché. Bref, les amis, on a fait une grosse pause là. Après, on avait besoin de discuter un peu, de remettre les pendules à l'heure, suite à l'expertise psy. Attention, tu es une personne publique, donc diffamation. Mais c'est pour ça que je fais attention, y compris quoi. Mais ouais, je fais quand même attention. Et puis après, moi, dans tous les cas, hein, je reste quand même quelqu'un d'assez, même personnellement, dans ma vie de tous les jours, je reste quand même quelqu'un d'assez équilibré. Là, j'ai conscience qu'il y a un monde et ce serait pas fou qu'il soit acquitté. Ou qu'il soit même... Ça aussi, vous pouvez vous le mettre dans la tête. Rappelez-vous, vous l'aurez entendu ici. Il y a un monde où il est condamné, qu'il est déclaré coupable et qu'il ait 4 ans de prison, par exemple. Et sachant qu'il les a déjà fait, il ressort libre. Les personnes publiques, politiciens, mais c'est vrai que Pipa est peut-être considéré comme une personne publique. Ou peut-être, ouais, comme je fais un live public, je sais pas. Et sur ça, je sais pas, mais je fais attention. T'imagines l'indemnité qu'il va avoir s'il est acquitté, il a été placé en détention provisoire durant 4 ans. Hein. Ah, ben, il va avoir des sous. Par contre, oui, parce qu'ils peuvent le déclarer coupable et lui dire de sortir parce qu'ils lui mettent une peine qui correspond à ce qu'il a fait. Mais ouais, s'il est acquitté, innocenté, ils vont devoir payer. Si t'as pas de carte de presse, techniquement, on peut pas t'attaquer pour diffamation. Enfin, ça passera jamais au procédure. Oui, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en soi, bon, s'il y a quelqu'un qui veut se casser les couilles, pardonnez-moi l'expression, pour porter plainte contre moi, etc., ça peut, mais enfin, ça va être un procès, on le lira ensemble. Ça va être lunaire, quoi. C'est nul. À partir de quand on est considéré
personne publique. Mais je sais pas. Moi, pour moi, c'est à partir du moment où je pense que tu as une certaine influence dans... où ton avis peut avoir une certaine influence dans l'opinion publique. Peut-être. Pour moi, c'est ça. Imaginons, il sort et finalement, le corps de Delphine est découvert. Possible. On va te défendre. Vous êtes mes avocats. Allez, on continue, les amis. Du coup, l'audience reprend. L'avocat Morad Batik prend la parole et annonce que Donna Jean, l'amant de Delphine, souhaite se constituer partie civile. Il lit un message envoyé par celui-ci ce matin. Qui a envoyé le message? Il lit le message par celui... Ok, Cédric m'a arraché Delphine et je suis victime de ça. C'est normal que... Attendez, quoi? Notre président dise que Depardieu est innocent, mais il n'a pas le droit de dire que quelqu'un est un violeur. Surtout que pour le coup, Depardieu a été condamné. Mais il me semble qu'il a fait appel. Ça, c'est pareil, tu vois. Quand quelqu'un est condamné, qu'il est reconnu coupable d'un fait, si il passe en appel, on n'est pas censé... C'est pas le verdict final, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est censé faire comme s'il y avait... Enfin, il y a encore la présomption... C'est même pas on fait comme si. C'est la présomption d'innocence court toujours, quoi. Public dès que tu sors de chez toi. Ah mais ça tombe bien, je suis dans ma chambre. Dans mon bureau. En France, on peut condamner sur l'intime conviction. Oui, je sais. Mais en fait, on revient à ce débat qu'on a déjà eu. Mais qu'est-ce que ça dit sur notre justice aussi? Qu'est-ce que ça dit? Parce que dans l'hypothèse très fine, très maigre, toute petite, où il est innocent, c'est-à-dire que le meurtrier court toujours. On continue, les amis. Du coup, la présidente donne acte à sa constitution de partie civile. Donna Jean sera représentée par Morad Batik. On débute à présent l'interrogatoire de Cédric Jubilard. L'accusé se lève. Il est vêtu d'un pull avec une bande grise au milieu, appuyé de ses deux mains sur l'avant du box vitré. Le 15 décembre 2020. Au matin, Cédric Jubilard explique « Je me suis levé aux alentours de 6h du matin. Je suis allé prendre mon bus pour descendre au travail. » Donc ça, le 15 décembre, c'est la journée avant que Delphine disparaisse. Elle est morte dans la... Enfin, elle a disparu, putain, le lapsus. Elle a disparu dans la nuit. Du coup, je me suis levée aux alentours de 6h du matin. Je suis allée prendre mon bus pour descendre au travail. J'ai rejoint mon patron qui m'a prise en charge dans son véhicule personnel. Nous sommes allés sur le chantier. L'accusé a posé du parquet flottant toute la journée, puis il est rentré en bus. Il pense être rentré chez lui aux alentours de 18h45. La présidente l'interroge sur le nombre de joints qu'il a fumé ce jour-là. Hélène Ratino lui demande à quelle heure il fume son premier joint. Vers 7h moins le quart, indique-t-il, puis il précise qu'il s'en roule un juste après dans le bus, avant de rejoindre son patron. Et le troisième, demande-t-elle, vers la pause de 8h30, 9h. Putain, il est 9h du mat, il a déjà fumé 3 joints. Je fais une pause cigarette, répond l'accusé. Une pause cigarette, c'est une pause joint, demande la présidente. Cédric Jubilard acquiesce. Ah ouais, lui, quand il dit il va en pause clope, en fait, c'est pause joint. Bon, à 10h, je refais une pause. À 11h, et après, je vais manger. Et l'après-midi, vers 14h, vers 15h, vers 16h. Ouah, putain, il fume toutes les heures ou quoi? Mais c'est un truc de ouf, non? Ou c'est moi, je divague? Comme mon ex. Non mais attends, mais c'est beaucoup, là. Une bien belle manière de commencer la journée. Le mec, il est 6h45, il est déjà en train de se rouler un mois. Non mais attendez, mais là, c'est toutes les heures. Oui, après, oui, pour arriver à entre 10 à 25 joints par jour, faut bien les caler quelque part dans la journée. Putain, ça fait beaucoup, hein. Mais attends, fumer un joint, ça prend vachement plus de temps que de fumer une clope, je comprends pas. Ouais, c'est vrai en plus, ça. Ça prend 2-3 fois plus de temps. Un joint par heure. C'est bizarre, sa mémoire est bonne sur le nombre de joints. Je trouve qu'elle est pas si bonne que ça, hein. Son corps est habitué à la substance. Oui, sûr, mais ça fait beaucoup. Quand tu fumes toutes les heures, en vrai, ça te fait plus d'effet. Bah, ça te fait autant d'effet qu'une clope, je crois. C'est pour ça. De toute façon, pour lui, il considère que c'est comme des clopes. Putain, mais ça doit lui coûter cher, toute cette consommation, mine de rien. On continue. Du coup, Cédric Jubilard fume ensuite un autre joint. Sur son trajet, la présidente note qu'il devait l'argent à une connaissance et que... il devait de l'argent à une connaissance lorsqu'il tente de retirer à la banque. Le retrait est refusé. Vous n'aviez plus d'argent sur votre compte, pointe-t-elle. Bah, c'est ce que je disais. Ça coûte très cher. Qu'est-ce que vous en avez pensé, poursuit-elle? Que ça allait être difficile jusqu'à la fin du mois, répond-il. Ok, du fait que son paiement sort pas. Et comment alliez-vous faire, demande-t-elle, pardon. Comme je fais d'habitude, ponctionner un peu à Delphine, ponctionner un peu les enfants, répond l'accusé. Putain, il est honnête, hein. Donc là, en fait, le jour où Delphine a disparu, il a essayé de retirer des sous parce qu'il devait de l'argent. Elle lui a dit, t'allais faire comment? Ben, comme d'hab, Delphine, ou prendre sur le compte des enfants. Bon, c'est honnête. On peut l'applaudir pour ça. Même si on n'applaudit absolument pas le comportement. Il avait tout à perdre sans Delphine. Bah oui.
Vous aviez discuté du fait que vous preniez sa carte bancaire, interroge Hélène Ratino. Oui, ça l'a dérangé beaucoup, elle était énervée et en colère, relate Cédric Jubilard. Mais tu m'étonnes. L'audience est suspendue jusqu'à 13h30. On entamera cet après-midi le soir du 15 décembre et la nuit suivante lorsque Delphine a disparu. L'audience reprend. La présidente aborde la soirée, donc du 15 au 16. J'arrive très tard? Non, on est à la demi-journée. Honnête dans sa malhonnêteté. Tout à fait. Il est obligé d'être honnête puisqu'il a eu des témoignages. Oui, mais bon, en fait, tellement il répond à côté de la plaque, des fois, il répond pas que je m'étonne. Il trouve vous sérieux? Un joint par heure, il te faut au moins 20 30 grammes par semaine. Ça fait genre 150, 200 euros par semaine. Bah, je pense toute sa paye y passait. Hein. Du coup, Cédric Jubilard se lève. Hélène Ratino rappelle ce qu'il a expliqué ce matin. Rappelle qu'il a expliqué ce matin être arrivé chez lui, donc vers 18h30, 18h45. L'accusé confirme. Selon lui, Delphine Ossagel était sur son téléphone et les enfants jouaient au Lego. Ils jouent environ jusqu'à 19h45. Elle leur donne le bain, il lui prépare à manger. Je crois que j'avais fait des coquillettes et des cordons bleus. Monsieur, vous êtes un véritable cordon bleu. Delphine Ossagel se pose devant la télé, il va promener les chiens, il rentre, demande à son épouse d'aller les promener à nouveau et fait un câlin à son fils. Mais pourquoi il demande à son épouse de repromener les chiens alors qu'il vient de promener les chiens et que sachant qu'elle promenait jamais les chiens et surtout qu'il faisait tard, il faisait nuit, sachant qu'on était en décembre et qu'il était plus de 20h. Il veut placer le fait qu'elle est partie promener les chiens alors qu'elle faisait jamais. On continue. Le plat de célibataire. Mais en plus, il n'y a même pas de légumes là pour les enfants. Ou sans les légumes ou sans les fruits. Bon, on juge pas. Mais il veut le placer quand même, le truc des chiens quand même, hein, c'est ce que je note. Du coup, il fait un câlin à son fils et son épouse, puis il s'est endormi. Le 15 décembre, elle était en congé, observe la présidente. Oui, peut-être oui. Répond Cédric Jubilard du tac au tac avant d'être plus affirmatif. Enfin, oui. Le couple dîne vers 20h30, dit Cédric Jubilard. Vous mangez dans quelle partie de la maison, demande la présidente. On mange sur la table du salon, devant la télé, répond l'accusé. Puis il débarrasse, avec l'aide de Louis, précise-t-il. Ah, c'est lui qui débarrasse. Et son épouse couche leur fille Elia et appelle son mari pour qu'elle lui fasse un bisou vers 21h à peu près. Vous sortez pour faire quoi, monsieur Jubilard, demande la présidente. Pour fumer un joint et sortir les chiens, répond l'homme. C'est le énième joint de la journée, constate Hélène Ratino. L'accusé confirme. En vrai, j'ai fumé énormément, il y a de la tolérance, tu ressens moins l'effet. J'avais l'impression que je pouvais faire ça toute ma vie sans entrave. Et en fait, mes angoisses étaient décuplées. C'est vrai, c'est compliqué à ce moment-là. Dans ma vie, j'avais subi de nombreux VSS, j'avais besoin d'être anesthésiée. Personne ne va te juger ici, on ne juge pas. Franchement, moi, je ne juge pas les addictions. Vraiment, jamais de la vie. Et j'espère que tu t'en es sorti aujourd'hui, vraiment. Et oui, effectivement, des fois, tu as l'impression que quand tu te drogues, effectivement, ça t'anesthésie, mais ça peut augmenter tes angoisses. Et de toute façon, tu ne fais pas face à tes problématiques et au fait que tu aies ce besoin-là d'être anesthésié. À un moment donné, il va falloir s'y confronter. Et c'est ce qui va permettre de te sauver en quelque sorte. Et j'espère qu'aujourd'hui, c'est le cas. On continue. On sait... pardon. Du coup... il estime être sorti entre 21h30 et 22h15 avec les chiens. Que fait-il en rentrant? Il rentre et explique mettre son téléphone à charger parce qu'il n'a plus de batterie. Et pourtant, son téléphone s'est éteint dans la nuit. On sait que vous avez joué à Game of Thrones. Ah, il a joué avec le député, là. Enfin, pas le député, l'élu reconquête. Comment il s'appelait? Cyril Hermadinquet, là. Et le jeu s'est éteint vers 22h04. Vous vous trouvez où quand le jeu s'arrête? Lui demande la présidente. Devant chez Lancelot, pointe la... Oh, les refs. Donc, à proximité de chez vous, demande la présidente. Même pas à 200 mètres, oui, confirme Cédric Jubilard. Qu'est-ce qu'il va devenir, votre téléphone, demande-t-elle. Rien, je ferme les applications et je me mets en mode avion. Je vous dis, il a pu s'éteindre tout seul, mais moi, je ne l'ai pas éteint, affirme-t-il. Mais c'est bizarre, en fait, si tu l'as chargé avant de jouer, à moins que ça ponctionne la batterie de fou. Le fameux Game of Thrones, de vous ou de fou. Oh, Cyril, il m'a fait rêver tant il est dans le coup. Putain, l'élu reconquête, là. Il a pas pu parler avec son pote Lex Flick sur le jeu, là. Mais je sais pas. Je pense qu'il l'aurait dit sinon. Du coup, donc c'est pas lui qui a éteint son téléphone. Par manque de batterie ou parce que la charge n'était pas conséquente, précise-t-il, son téléphone s'est éteint à 22h08. Vous êtes où quand il s'éteint, demande la présidente. Je dois être sous la douche, dit-il. Vous ne dites pas, à 22h04, je suis à 200 mètres de chez moi? Ça fait court pour se mettre sous la douche. À 22h08, constate la présidente. Ok, donc il a dit qu'il était chez lui. Non, qu'il était à 200 mètres de chez lui à 22h04
Et en 4 minutes, il arrive sous la douche. En 4 minutes, t'as même pas le temps de te dessaper, frérot. Vous l'avez vu s'éteindre le téléphone, interroge-t-elle? Non, pas du tout, rétorque l'accusé. En 4 minutes, ça paraît difficile pour que vous ayez parcouru 200 mètres, que vous soyez rentré chez vous, que vous soyez allé vous déshabiller, que le téléphone se soit éteint alors que vous entriez dans la douche, estime-t-elle. Et 200 mètres, il court vite. Pour un mec qui fume des joints, il a de bons poumons. On continue. Est-ce que Delphine a pris une douche? Cédric Jubilard affirme ne pas se souvenir. Vous aviez pu déclarer qu'elle avait pris une douche ce soir-là, oppose la présidente. Aujourd'hui, je ne sais plus si elle a pris une douche, lâche Cédric Jubilard, tendu. Quand vous rentrez, elle est où? Demande la présidente. Sur le canapé, avec Louis, répond l'accusé. À 22h19, elle envoie une photo d'elle à son amant en combinaison short qui va être retrouvée dans le bac à linge sale de la salle de bain, rappelle la présidente. À 22h19, c'est moi qui suis sous la douche, elle ne peut pas y être en même temps que moi, estime l'accusé. Aujourd'hui, vous dites, j'ai sorti les chiens pendant 3 quarts d'heure environ. J'ai fait un grand tour et je suis rentrée à la maison entre 22h04 et 22h08, relève la présidente. Lors de votre première audition, vous n'aviez pas évoqué le fait que vous aviez sorti les chiens ce soir-là, mais que vous étiez sorti fumer un pétard. Vous avez dit, je bois un café et je marche jusqu'au champ en face de l'allée de la maison, rappelle-t-elle. Et devant le juge d'instruction, il avait dit, j'ai fait un café clope. Dans ces 2 dépositions, vous ne parlez pas d'une promenade qui durerait 45 minutes pour sortir les chiens, souligne la présidente. Entre prendre un café clope et aller dans les champs en face et faire une promenade qui dure entre 30 et 40 minutes, c'est pas tout à fait la même chose, insiste-t-elle. Je sais pas, ça m'est venu à l'esprit de dire ça dès le début. Comment ça t'est venu à l'esprit? Comment ça venu à l'esprit? Surtout que, en plus, ce qu'il a pu dire directement quand il a été interrogé à la suite de la disparition, c'est ce qui se rappelait au mieux, quoi. N'importe quoi ce qu'il dit. Bah, je comprends pas. Moi, il m'aurait fait péter un câble, il rend fou, il retourne le cerveau tout le temps, il rationalise tout. Mais en fait, il dit tout et son contraire, franchement, c'est insupportable. Bref, du coup, je sais pas, ça m'est venu à l'esprit de dire ça dès le début. Vous vous souvenez de la tenue de Delphine quand elle vient vous faire le câlin, demande la magistrate. Non, pas du tout. Lâche l'accusé du tac au tac sans prendre la peine de réfléchir. Fait semblant. Vous aviez dit qu'elle devait être en pyjama, relève la présidente. Peut-être, oui, je vous dis, je me rappelle pas si elle était habillée ou en pyjama, l'un ou l'autre, répond-elle. On sent l'accusé très tendu, très concentré, pardon. Il semble plus nerveux que vendredi dernier. Vous vous êtes relevé ce soir-là, demande la présidente. Non, pas du tout, rétorque l'accusé. Vous le savez, ce n'est pas la déposition de votre fils, commente la présidente. C'est pas estrompes de soirée. Je me suis pas relevé, je me suis endormi quasi immédiatement, affirme Cédric Jubilard d'entrée. Louis a été entendu très rapidement, le 16 décembre après-midi, et il dit 2 choses, qu'il vous a entendu vous disputer et qu'il est intervenu à plusieurs reprises pour vous séparer. Et s'agissant de la nuit, il dit qu'il vous a entendu discuter, dit la présidente. Pourtant, je me suis pas relevé, insiste l'accusé. On est la journée qui suit la disparition, pointe la présidente. Tout à fait, il doit confondre la soirée, estime Cédric Jubilard, qui n'en démord pas. La présidente lit les constats du médecin qui a examiné Cédric Jubilard juste après la disparition de son épouse. Il constate une lésion épidermique de 10 cm de long au niveau de son bras droit et une érosion cutanée de 3 cm de long sur son thorax. Le témoignage de son fils est fondamental, oui, parce que lui, il a rien à gagner à mentir et surtout, il veut retrouver sa maman lui aussi. Celle au niveau du bras, c'était il y a très longtemps, affirme l'accusé, qui parle d'une cicatrice. Pour celle au thorax, il ne sait pas. Peut-être quand j'ai porté le parquet contre mon corps, mais sinon, je vois pas comment j'aurais pu me faire mal, ajoute-t-il. En principe, les médecins légistes, quand ils notent qu'il s'agit d'une cicatrice, ils indiquent qu'il s'agit d'une cicatrice, relève la présidente. Emmanuelle Franck est tendue. Elle essaye d'intervenir. La présidente s'énerve. L'avocate de la défense dit que son client peut montrer sa cicatrice pour prouver ses dires. Le rythme de l'interrogatoire est très intense et un peu cassé par cette intervention. C'est peut-être voulu de la part du duo de défense. L'avocate semble proposer à son client de se mettre torse nu pour qu'il montre la marque. Je peux, lance-t-il, s'empressant d'enlever le pull qui couvre son t-shirt. La présidente monte le ton. Il n'est pas question de vous déshabiller, monsieur Jubilard. Quelle explication avez-vous à la disparition de votre épouse, poursuit la présidente. Justement, j'en ai aucune, mais j'aimerais en avoir une, pour l'amener à mes enfants, déclare Cédric Jubilard. Putain, il a attendu qu'on lui pose cette question pour répondre ça. Enfin!
C'est la même blessure que celle dont Jennifer parlait. Tout à fait. Elle avait parlé d'une blessure au bras. Il se souvient très bien, c'est juste qu'il invente des faits. C'est pour ça qu'il s'embrouille. Il ne se souvient pas forcément de la version qu'il a déjà fournie, fabriquée. À sa place, je l'aurais apprise par cœur. Ah, il se rappelle de ses enfants, dis donc. De fou. Mais enfin, il arrive à formuler ce qui n'est pas quand même la mer à boire, excusez-moi du terme. C'est quand même la moindre des choses, si tu es innocent, de dire j'aimerais avoir une explication pour moi, mais aussi pour mes enfants. Waouh! Il a fallu attendre, le procès, il est fini dans 30 minutes. Elle a pu se suicider, demande Hélène Ratino. Je pense pas, non, répond Cédric Jubilard. Elle a pu disparaître volontairement, interroge-t-elle. J'en ai aucune idée et j'espère pas, lâche Cédric Jubilard dans une étrange réponse. Qu'est-ce qui aurait fait qu'elle serait disparue volontairement, demande la présidente. J'en ai aucune idée. C'est ce que je vous dis. C'est pour ça que j'espère pas, déclare Cédric Jubilard. Sur la relation extra-conjugale, vous en aviez la quasi-certitude, mais il vous manquait la preuve, et elle pouvait être faite soit par message, soit par photo. On sait que Donna Jean envoie une photo de lui à 22h53, votre épouse, souligne la présidente. Je n'en ai pas connaissance, affirme Cédric Jubilard. Votre femme aimait ses enfants, lui demande l'un des avocats généraux. Oui, mais c'est pas une raison pour laquelle elle voudrait pas s'en aller, estime Cédric Jubilard. Abandonner ses enfants, c'est quand même assez gros. Faut vraiment... Bref. Je suis d'accord. Il y a des gens qui abandonnent leurs enfants, mais le week-end du 12-13, vous préparez Noël en famille, achetez des cadeaux. C'est pas l'état d'esprit de quelqu'un qui va quitter sa famille, l'interroge l'avocat. Non, pas du tout, mais on sait jamais, répond l'accusé. Elle est allée voir sa banquière le 15 décembre au matin. Elle prend rendez-vous le 18. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui va abandonner sa famille, insiste la magistrat. C'est pas moi qu'il faut poser la question. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. S'agace l'accusé depuis son box. Cédric Jubilard estime qu'on l'a poussé à dire des choses devant les magistrats instructeurs. Vous avez 3 avocats qui sont là. On vous pousse à dire des choses, s'agace l'avocat général. L'atmosphère est tendue. L'accusé a des spasmes, il bouge beaucoup. Mourad Batik, avocat des parties civiles, trouve extraordinaire qu'il dise ne pas connaître les habitudes de sa femme sur le port des lentilles et des lunettes alors qu'il vit depuis 15 ans avec elle. Vous ne savez pas si elle met des lunettes ou non. Si elle met des lentilles, ça vous est parfaitement inconnu, s'agace-t-il. C'est tout à fait ça, répond l'accusé. Il se moque de l'accusé lorsqu'il affirme avoir partagé un câlin avec son épouse seul à seul pendant quelques minutes dans le lit et qu'ils ne se sont pas dit un mot. L'avocat n'y croit pas au vu du contexte tendu de leur couple. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai du mal à croire que Delphine elle est partie faire câlin, mamour avec le mec, sachant que le matin, elle est partie faire opposition pour plus qu'il utilise sa carte. Quand a lieu le jugement final? Vendredi, le 17. C'est un beau moment suspendu. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes entre Cédric et Delphine, lance Mourad Batik. Exactement, rétorque Cédric Jubilard. Laurent Boguet rappelle que l'ancienne compagne de Cédric, Jennifer, affirme avoir recueilli ses aveux en détention et que celui-ci lui aurait dit que l'expert légiste avait bien vu une marque liée au meurtre de son épouse et qu'il s'était fait en l'étranglant, mais qu'il avait prétendu que cette marque était liée aux travaux de parquet flottant. Comment Jennifer aurait su que vous aviez cette marque, demande-t-il. L'accusé affirme que le légiste n'aurait effectivement pas vu des marques liées aux travaux du parquet flottant, mais qu'elles n'ont rien à voir, selon lui, avec le meurtre de son épouse. Quoi? La défense tente d'intervenir après cette déclaration étonnante de l'accusé. Arrêtez vos réflexions, lance Laurent Boguet. Il va falloir que chacun se tienne à son couloir de nage. Je comprends que ça pique, ça fait mal, nargue-t-il. Vous insinuez que je l'ai tué, demande Cédric Jubilard à l'avocat de la partie civile. Ah oui, ça je l'insinue, répond Laurent Boguet de sa grosse voix. L'interrogatoire est très dense, je ne peux pas tout retranscrire, t'inquiète Juliette, fais au mieux. Interrogé par l'avocat Laurent de Caunes, Cédric Jubilard réaffirme. Je suis innocent. Je le martellerai jusqu'au bout. Après une petite pause d'audience, que je ne fais pas pour alimenter ce live tweet. Putain, même pas prendre sa pause, Juliette. Merci à elle, vraiment, un maximum de GG pour Juliette, la campéone. La présidente reprend l'interrogatoire sur la nuit du 15 au 16, le moment où Cédric Jubilard s'est réveillé.
Hélène Ratino, lui demande sa réaction cette nuit-là, quand il s'est réveillé à 3h30, selon ses dires, et ne voit pas sa femme. Je cherche Delphine partout dans la maison, je la trouve pas. Je fais le tour de la maison, je constate que les chiens sont dehors, elle ne les a pas rentrés, détaille-t-il d'entrée, ajoutant avoir appelé les amis de son épouse. Je décide d'appeler les gendarmes inquiets, conclut-il. Cédric Jubilard fait sa déclaration d'un trait mécanique. La présidente diffuse l'enregistrement de son appel à la police inaudible, en salle de retransmission. Ah, ils ont diffusé l'appel. J'ai seulement réussi à noter le début de l'appel. Oui, bonjour, je sais pas où est passée ma femme, déclare d'emblée Cédric Jubilard au téléphone. C'est-à-dire, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive, demande le policier. Écoutez, je me réveille là, et je suis tout seul à la maison, répond l'accusé. On est en instance de divorce, mais ça se passait bien, affirme-t-il à un moment. L'appel dure à peu près plus de 4 minutes et a lieu à 4h09 du matin. Dans cet appel, vous émettez une hypothèse. Elle va promener les chiens de temps en temps, mais vous ne précisez pas que c'est vous qui lui demandez spécifiquement d'aller promener les chiens ce soir-là, note la présidente. À 4h30 du matin, je n'avais pas les idées très claires, explique l'accusé. Les gendarmes rappellent 10 minutes après et laissent un message. Je devrais être en train d'essayer d'appeler Delphine, c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à m'avoir, avance-t-il. Quand un appel est entrant, on vous signale le fait que l'appel est entrant, oppose la présidente. Ah ça, je sais pas, répond Cédric Jubilard. Un gendarme le rappelle vers 4h25 et lui demande si elle fréquente quelqu'un d'autre. J'ai des doutes à 2000%, mais je n'ai aucune preuve, répond Cédric Jubilard. Je suis en panique, ajoute-t-il. La présidente lui demande pourquoi il est accroupi devant la machine à laver quand les gendarmes primo-intervenants arrivent dans la nuit. Je mets des chaussettes qui traînent dans la machine à laver, affirme l'accusé, qui répond toujours du tac au tac et sans scier. C'est vous qui l'avez lancé, lui demande la présidente. Pas du tout, répond-il. Hein? Pensant l'avoir mis en route le 16 ou le 17 au moment où il met la couette à laver parce que les chiens ont fait pipi dessus. La présidente note qu'il fait la recherche... Pardon ? La présidente note qu'il fait la recherche. Effacer appareil Android, localiser appareil Android sur son téléphone quand les gendarmes sont là au petit matin. Cédric Jubilard estime que ce sont eux qui ont pris son téléphone pour faire cette recherche. Hein ? Quoi ? C'est très bizarre là. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai dit que vous allez entendre son interview, vous allez halluciner. Mais quoi ? Il aurait fait la recherche, effacer appareil Android, localiser appareil Android. J'en revenais pas et personne n'a relevé. Mais pourquoi les flics ? Parce que là, ils disent que c'est eux qui ont fait ça. Mais quel est l'intérêt pour eux de faire cette recherche ? Allez là. Non mais attends. Les gendarmes réclamaient son téléphone, il l'a bloqué devant eux. Mais oui, c'est vrai. Attendez, mais attends. Tu dis quelque chose de vrai. Parce que les gendarmes n'ont même pas pu accéder à son téléphone pour faire une quelconque recherche parce qu'il l'a bloqué. Il a fait 33 tentatives de code erroné. Ok, on continue. C'est fou. Vous voyez autre chose à nous dire, lui demande la présidente. À part que je suis innocent, non, répond Cédric Jubilard. C'est bon, guilty, là. Non, mais c'est fou. Vous faites quoi à l'intérieur de la maison, lui demande Nicolas Ruff, avocat général. Je fais le tour de la maison, je vois qu'il y a la voiture et je reviens, répond l'accusé. Vous ne vous dites pas que votre femme n'est pas très loin, vous essayez de crier, lui demande le magistrat. Non, je veux pas réveiller les voisins, affirme Cédric Jubilard. Vous êtes du genre à vous soucier de vos voisins, s'étonne l'avocat général. Un minimum, oui, répond l'accusé. Ce n'est pas ce qui ressort du dossier, relève Nicolas Ruff. Philippe Pressec, avocat de partie civile, affirme qu'il n'est suspect de rien au départ et que les gendarmes n'ont aucun droit de prendre son téléphone. Il n'aurait donc pas pu, selon l'avocat, faire la recherche Android. Pourtant, c'est ce qui a été fait. De 19h à 23h30 le soir, au retour à 19h du médecin légiste, j'étais avec les gendarmes qui consultaient mon téléphone, affirme l'accusé. Oui, mais avec votre autorisation, pointe l'avocat. Tout à fait, dit Cédric Jubilard. Au moment où vous reprenez votre téléphone pour appeler Delphine à de multiples reprises, il a tenté de la joindre 180 fois. Vous pensez qu'elle est peut-être aux alentours, mais vous restez sur place, pointe Pauline Rongier. 180 fois il a appelé, putain. Il n'aurait pas été logique de vous déplacer pour entendre le son de l'appel, demande l'avocate. Il n'y avait pas de bruit dans la maison, répond Cédric Jubilard. Oui, mais même aux alentours, insiste-t-elle. La réponse n'est pas compréhensible sur ce point, mais il a indiqué auparavant être allé jusqu'à la voiture et être revenu. Laurent Decaune s'étonne que lorsque les gendarmes lui demandent le nom de son meilleur ami pour débloquer son compte Gmail, il ait donné le nom Jean-Pierre, qui n'est celui d'aucun de ses amis. J'ai dit une connerie, répond l'accusé. Ah putain, pas qu'une. Ajoutant, je crois que ça m'a porté défaut. Sans blague, c'est pas que ça qui t'a porté défaut. Mourad Batik lui demande quelle est la bague qu'il porte et s'il s'agit de son alliance. Non, cette bague, c'est Jennifer qui me l'a offerte.
Ah, ben, vous voyez, au début du procès, on était là, putain, il porte la bague, tu vois, il veut faire le mari, Delphine me manque, mais en fait, c'était même pas sa bague de mariage. C'est Jennifer qui me l'a offerte, vous pouvez vérifier si vous voulez, lance l'accusé. Et Jennifer est son ex-compagne, mais il essaie de la reconquérir ou quoi, qui a affirmé la barre la semaine dernière que Cédric Jubilard lui a fait des aveux en détention. Putain, en plus, elle a fait des aveux et il continue de porter sa bague, mais ça aussi, ça n'a pas de sens. Dans les 189 appels, il est démontré qu'un grand nombre d'appels n'ont pas été à leur terme. Il laissé sonner une fois et raccroché. Ah bon? Mais 180 appels, c'est juste pas logique. Pourquoi pas logique selon vous? Les limbes de Twitch, ça m'a assuré. C'est qui a dit ça? Combien de temps s'est écoulé entre la recherche de géolocalisation du tel et d'effacer le tel? Peut-être qu'il cherchait le tel de Delphine après le meurtre et une fois trouvé, il a tout supprimé. Ah, je sais pas, c'est pas dit ça. C'est pas dit. Batik, non, c'est pas l'avocat de Jubilard. Batik, c'est l'avocat des parties civiles, de plusieurs parties civiles. Donc c'est le contraire. Lui, ses avocats, c'est Emmanuel Franck et Alexandre Martin, si je ne dis pas n'importe quoi. On continue du coup. Jennifer, donc son ex-compagne, qui a affirmé à la barre la semaine dernière que Cédric Jubilard lui avait fait des aveux en détention. L'avocat lui demande pourquoi ne pas plutôt garder l'alliance de son épouse. Je lui ai passé à Jennifer pour qu'elle puisse avoir mon tour de doigt, affirme-t-il. Is that a joke? This is a joke? Are you kidding me? Ça veut dire qu'il a pris son alliance, il a donné, sa femme a disparu, il a donné à son épouse, à sa petite copine, pour lui dire tiens, pour mon tour de doigt. D'ailleurs, si vous vous posiez la question, mon tour de doigt est 58, si jamais vous voulez vous marier avec moi. Comme ça, au moins, bon, si jamais je vais en prison, je n'ai pas à donner. Je comprends plus rien. Il est tellement détaché, mais c'est fou. Et le pire, ça veut dire qu'elle lui a pas rendu. Elle lui a pas rendu. Elle a tout. C'est elle qui a l'alliance de mariage de Cédric et Delphine. C'est trop bizarre de faire ça. Donc Jennifer a fait la bague après s'être mariée avec Delphine. C'est pas bon pour lui, ça. J'ai pas compris. Pas logique que ce soit un chiffre rond, les appels aussi, c'est spontané, tu les comptes pas pour que ça tombe juste. Je crois que c'est 189, pas 180. Moi, je veux pipa. Je prends minimum du 7 carats, d'accord, hein? Attention. D'ailleurs, ma prochaine bague, je voudrais qu'elle soit... Je voudrais un diamant rose. Voilà, je vous dis tout. Parce que I'm just a girl. J'adore le rose. Ah là 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 là. C'est pour acheter du shit qui lui a donné la bague. Ça me semble plausible. On continue. Il demande à l'accusé pourquoi le premier jour de son procès, alors qu'il y avait une forêt de caméras de médias et de perches, il a autorisé via ses avocats à être filmé et photographié. Techniquement, on m'a pas demandé si j'étais d'accord ou pas, affirme-t-il, précisant « Moi, j'étais pas d'accord en tout cas ». Ah bon? Pourquoi vous avez menti pendant ce procès? Poursuit Mourad Batik. Putain, perds pas le nord. Hein. J'ai pas menti, affirme l'accusé sur la prière, les témoins de Jéhovah, le Coran, insiste l'avocat. Non, pas du tout, assure Cédric Jubilard. Et quand vous racontez l'histoire absurde des chiens, poursuit Mourad Batik. Non, j'ai pas menti, répond l'accusé. Ce n'est pas une volonté définitive et absolue de nous mettre sur d'autres pistes jusqu'au bout, renchérit l'avocat. Non, pas du tout, mais allez-y, continuez dans vos erreurs, lance Cédric Jubilard. Vous avez appris vos questions par cœur, poursuit l'avocat? Non, pas du tout, répond Cédric Jubilard. Le personnage que vous nous avez livré ne correspond absolument pas à la personne qu'on lit, qu'on écoute pendant les écoutes téléphoniques, et ce que témoins et familles disent de vous, qui disent tous que vous êtes quelqu'un d'exubérant, pointe l'avocat. Là, vous êtes en pilote automatique. Oui, non, peut-être, j'ai oublié, je sais pas, énumère Mourad Batik. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde de plus, rétorque l'accusé. La vérité, répond l'avocat. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas tué Delphine, maintient Cédric Jubilard. Malik Hachmani, avocat des enfants Jubilard, lui rappelle que c'est le dernier moment où il a la parole. Louis, son fils, n'est pas là, mais m'a dit peut-être que si je viens, je vais le sensibiliser, rapporte-t-elle. En son nom et au nom d'Elia, sa petite sœur, elle explique que tous deux aimeraient se recueillir sur une tombe. Moi aussi, j'aimerais leur apporter une réponse à cette question-là, mais je ne l'ai pas, assure Cédric Jubilard. Louis nous dit que vous ne dites pas la vérité. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre, poursuit l'avocate.
Malheureusement, c'est ce qu'on lui a soufflé depuis des années et il se l'est mis en tête, réplique Cédric Jubilard, sans émotion quelconque dans la voix. Putain, pour qu'elle le note, Juliette Compion. Pour qu'elle fasse la remarque, alors c'est une journaliste, hein. Elle a une certaine neutralité. Hein. Ah, Mourad, c'est le boss. Hein. Mourad, il pose les vraies questions. Putain, c'est fou quand même. Safia Akori, toujours partie civile. Côté partie civile, lui pose une série de questions en lui demandant de prendre du recul sur les réponses qu'il apporte depuis 3 semaines. Elle s'étonne qu'elle n'ait pas relu ses dépositions pour se mettre le dossier en tête. Je savais pas qu'on pouvait le faire. Si j'avais su, je l'aurais fait, affirme Cédric. Donc, vous avez entendu ce procès depuis 4 ans et vous ne l'avez pas préparé, insiste l'avocate. Non, pas plus que ça. Enfin, Cédric, por favor. Por favor. Si tu es victime d'une machination, d'une conspiration, d'un complot pour te foutre en prison alors que tu es innocent, 4 ans que tu es en prison alors que tu es innocent, tu prépares pas un minimum ton dossier, franchement. Franchement. Et en plus, il dit non, pas plus que ça. Réponds autre chose. Réponds non, je n'ai pas besoin de me préparer car je sais que j'ai la vérité de mon côté. Je sais pas, mais tu es nul ou quoi? Il est nul. Il est nul. Nul. Franchement. Ces avocats ont branlé quoi? Mais moi, je suis même pas avocate, j'arrive à lui trouver des réponses toutes faites. Ou alors, il a la conviction qu'il va être relâché. Et il est là, il a rien à foutre, quoi. Mais c'est fou. La défense fait diffuser un appel de Cédric Jubilard aux gendarmes. Il affirme qu'il vient d'apprendre par sa cousine que le compte Messenger de son épouse s'est réactivé. Il semble surpris, excité, et il affirme effectuer des captures d'écran. Ok. Malika Chmani fait lire la présidente une lettre, oh non, que Louis a écrit récemment à son père. Le moment est poignant. Les amis, on va essayer de ne pas pleurer. Cédric me demandait de m'agenouiller. Putain, oh là là, c'est Louis qui parle et il appelle son père Cédric. Cédric me demandait de m'agenouiller sur les mains. Les mains sur la tête, pardon. 30 minutes au coin, quand je faisais une bêtise. Il me punissait quand maman travaillait et me demandait de ne pas le dire à maman. Oh. Écrit le petit garçon, dont on découvre qu'il appelle désormais son père par son prénom. Cédric m'insultait beaucoup. Putain, ça me fend le cœur qu'il appelle Cédric et pas papa. C'est pas rien. Distance. C'est trop dur là pour moi. Mais c'est pas rien de ne plus appeler son père papa. C'est une décision que tu prends et qui est souvent un point de non-retour. Lui aussi dit géniteur. Oui. Et regardez la relation qu'il avait avec son père. Et c'est pas, j'ai pas envie de dire qu'il avait raison de l'appeler géniteur, mais il n'était pas présent dans sa vie. Louis, il a eu son père présent dans sa vie. Certes, il y a eu de la maltraitance. Mais même quand il y a de la maltraitance, pour qu'un enfant arrête d'appeler son père papa, c'est un point de non-retour. Le gamin prend sa distance. Ah oui. Cédric m'insultait beaucoup. Comme petit ou gros con. Cédric m'a tellement tapé fort derrière la tête. Qu'une dent s'est arrachée en tapant la table du salon. Encore une fois, quand maman travaillait, déclare le petit garçon de 11 ans. Ses déclarations sur la soirée du 15 décembre 2020 sont en contradiction avec la version de son père. Je me rappelle être allé au lit après l'émission. Incroyable talent, relate-t-il. J'ai entendu une dispute. Pour qu'il s'arrête, j'ai jeté un Lego dans le couloir. Cédric est venu me voir. Je faisais semblant de dormir, affirme l'enfant. Ça, c'est horrible. Je l'imagine jeter le Lego et faire semblant de dormir. Ok. J'essaie de mettre la distance, les amis, c'est dur. Du coup, Cédric est venu me voir, je fais semblant de dormir.
Vous savez que si Cédric, il ressent pas de la peine, et moi, à chaque fois que je lis Cédric au lieu de papa, au lieu de mon père, je vous jure que j'ai mal au cœur. Donc si lui, il ressent pas ça, je comprends plus rien. Il affirme qu'après la disparition de sa mère, son père ne s'est pas occupé de lui ni de sa sœur et que c'est surtout sa grand-mère, la mère de Cédric Jubilard, qui a pris le relais. C'était dur, souligne Louis. Je précise que la lettre a été lue très vite par la présidente. Je n'ai donc pas tout noté mot à mot, mais je pense avoir mis l'essentiel. Vous pensez qu'elle y est, la lettre, qu'on peut la trouver ou pas? Ah, je l'ai trouvée. Ah putain, il a écrit avec à la main. Il a écrit à la main. Attendez, je vais vous la diffuser. Je vais vous la montrer comme ça. Vous voulez la voir ou c'est trop dur pour vous? Moi, je veux la voir. Si c'est trop dur pour vous, revenez dans 5 minutes. Madame la présidente, je voudrais témoigner de ce que Cédric Jubilard m'a fait subir. Putain, donc ouais. Bon, après, Juliette, elle retranscrit. Donc là, c'est... Voilà, bon. Tout d'abord, lorsque maman m'avait pas encore disparu et que Elia n'était pas encore née, Cédric me demandait de m'agenouiller, les mains sur la tête, 30 minutes au coin, les genoux sur les Legos, lorsque je faisais une bêtise. Cela arrivait quand maman travaillait et me demandait de ne pas le dire à maman. Également, lorsque j'étais tout seul avec lui, il me demandait de laisser il me baisser le pantalon pour me mettre des fessées. Aussi, Cédric m'insultait beaucoup, comme petit ou gros con. Des fois, je me rappelle pas pour quelle raison. Il a écrit raison avec un T. Putain. C'est un enfant, bordel. Cédric m'a fait tellement. J'imagine frapper fort dans la tête, derrière la tête, qu'une dent s'est arrachée en tapant la table du salon. Ce passage, il m'arrache le cœur. Encore une fois, c'était quand maman travaillait. Une fois, je me rappelle, j'écrivais les chiffres en lettres et je n'arrivais pas, donc pour me punir, il a détruit ma ville en Lego que j'avais mis très longtemps à construire. Parce qu'il n'arrivait pas à écrire les chiffres en lettres. Les chiffres, vous avez compris quoi. Franchement, de voir, il a écrit c'est Manus, c'est fou. Le soir du 15 décembre 2020, je regardais La France a un incroyable talent avec maman qui portait des lunettes sur le canapé. Je me rappelle être allée au lit avant la fin de la mission. J'ai entendu Cédric ouvrir la porte de sa chambre pour rejoindre maman dans le salon et une dispute est survenue. Pour qu'il s'arrête, j'ai jeté un Lego dans les couloirs. Cédric est venu me voir, je faisais semblant de dormir. Et après, je me suis endormie pour de vrai. Après la disparition de maman et qu'on l'a déménagé chez mamie et papy, c'est mamie qui s'est occupée de Elia et moi. Cédric ne s'est pas occupé de moi ni de ma sœur. C'était dur. On va continuer le thread, mais je pense pas que Cédric ait réagi plus que ça. Hélène Ratino demande à Cédric Jubilard s'il a une réaction à apporter à ce courrier. Non, je n'ai rien à dire, déclare l'accusé sans émotion particulière. Qu'est-ce que vous en pensez, insiste la présidente. Que c'est triste, dit-il. L'audience va être suspendue jusqu'à 18h. La présidente va procéder à des lectures complémentaires. J'interromps ainsi ce live tweet sur France Info afin d'écrire un compte-rendu de cette intense journée d'interrogatoire. Un grand merci pour votre suivi. Un maximum de GG pour Juliette. Et... Est-ce qu'on est surpris, non? Oui, Cédric, c'est triste. Oui, merci de le notifier. Mais il a rien à dire. C'est peut-être la dernière fois qu'il va s'adresser à son fils. Son fils, il a pris le temps d'écrire une putain de lettre à la main. Et t'as rien à lui répondre. T'as rien à dire. C'est d'une tristesse. Ça me rend trop triste pour les enfants, je vous jure. Mais de toute façon, bien sûr que je veux justice pour Delphine et pour ses proches, mais vraiment, les enfants, c'est... Moi, je peux pas. Puis le fait qu'il appelle Cédric. C'est pas genre tu pleures. Non, mais je pleure pas. T'inquiète, c'est pas des larmes. C'est pas des larmes. J'ai des cristaux de menthe, je les mets comme ça. Après, ça me... Là, c'est les allergies. Putain, on a que ça à foutre de faire semblant de pleurer, putain. J'aimerais ne pas pleurer. Hein. Manque d'empathie, maltraitance, je dirais même. En fait, après l'expert psychiatre, il a dit que
Même on sait qu'il a eu une enfance difficile, mais j'arrive pas à comprendre comment tu peux laisser tes enfants comme ça. Je sais pas, je comprends pas. Dans... Même le fait, tu vois, qu'il appelle plus papa, je sais pas. Juste lui dire, t'inquiète pas, ton papa il est là, quoi, peu importe ce qui se passe, peu importe si je suis acquittée, si je suis truc, je vais faire en sorte de, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Tu as le droit de pleurer, oui, de toute façon, ouais, vous m'avez vu dans pire état sur ce live. Hein. Te rends pas malade, non, mais vous inquiétez pas. Après, c'est. Eh, les amis, je pleure littéralement quand je regarde des films parce qu'on me met un petit peu de violoncelle, ça y est, je pars. Donc des histoires comme ça, des histoires vraies. Vraiment, voir l'écriture d'un enfant qui dit ça arrache le cœur. Mais en plus, l'écriture, quoi, on avait la. C'est pas possible. C'est pas possible. Je connais des enfants très bien dans leur vie qui appellent leurs parents par leur prénom. Ça existe, mais alors ça veut dire que c'est dans les habitudes et la culture de la famille. Bien sûr que ça existe. Où il y a des gens qui appellent leur maman mère. Mais là, sachant qu'il appelait avant papa, c'est pas, on sait pourquoi il met de la distance. Pas pour rien. Faut que j'arrête de couper des oignons. Petite technique pour les oignons, vous les mettez au frigo avant de les couper. Et ça fait moins pleurer.